Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine pour une semaine historique où nous allons parler évidemment de la chute de François Bayrou, mais aussi de la nomination de Sébastien Lecornu, du succès du mouvement du 10 septembre et de la destitution du président de la République. Générique. Alors, nous commençons une semaine qui est historique. D'abord parce que lundi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République, un gouvernement et son budget sont tombés sur un vote de confiance. C'est la première fois en Ve République et seulement la troisième fois qu'un gouvernement tombe. Les deux autres fois, c'était sur des motions de censure et la dernière fois, c'était il y a moins d'un an avec le gouvernement Barnier. Et à chaque fois, les Insoumis ont joué un rôle déterminant dans la chute de ces gouvernements. D'abord, il faut commencer par dire que c'est une défaite extrêmement lourde pour Bayrou, mais aussi pour la politique d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a eu 2/3 des parlementaires qui ont voté contre le vote de confiance de Bayrou. Donc, sur les 3 chutes de gouvernement de la Ve République, c'est celui qui a eu le plus de votes contre sa politique et donc pour le faire chuter, avec quand même 17 parlementaires du bloc bourgeois, donc macroniste LR, qui ont refusé de voter la confiance à François Bayrou. Exemple, Violette Spilbout qui a fait la commission d'enquête avec Paul Vannier sur le scandale de Betaram et qui s'est abstenue sur le vote de confiance, preuve d'un délitement du bloc bourgeois. Mais surtout, et je veux insister dessus, c'est une victoire populaire du mouvement du 10 septembre. Vous avez vu que François Bayrou avait fait une tournée médiatique d'absolument toutes les télés qui était extrêmement longue comme tournée d'adieu. Et dans cette tournée d'adieu, il a dit notamment le samedi 6 septembre dans l'émission C'est ce soir, il a dit « J'ai fait ça », c'est-à-dire demander le vote de confiance, parce qu'il était en train de se passer dans le pays quelque chose dont j'ai conclu que ce mouvement m'empêcherait à coup sûr de conduire la politique nécessaire pour le pays. François Bayrou savait donc qu'il allait tomber sur une motion de censure. Il a préféré donc demander un vote de confiance le 8 septembre et c'est une victoire du mouvement populaire du 10 septembre avant même qu'il ait commencé, c'est-à-dire d'avoir obtenu la tête du gouvernement Bayrou et du budget cruel qu'il proposait pour le pays. Je veux d'abord dire que dans le pays, c'est un soulagement et je trouve incroyable que tous ceux qui aient voté la censure, enfin le refus de la confiance, aient eu la censure honteuse. C'est-à-dire que lorsque les résultats ont été annoncés, où seul 1/3 des parlementaires ont voté la confiance à Bayrou, nous sommes les seuls à nous être levés pour nous réjouir. Nous réjouir parce que dans le pays, des millions de gens étaient soulagés, notamment de voir partir Bayrou et ses mensonges sur le scandale de Betaram et du pire scandale de pédocriminalité de ces dernières années, mais aussi soulagés et surtout de voir partir le ministre Retailleau qui insulte des millions de Français et de Françaises depuis 8 mois dans ce pays, notamment en parlant de Français de papier, de régression vers les origines ethniques, en parlant des jeunes des quartiers populaires, celui qui criait « à bas le voile », bref, celui qui parle et agit comme l'extrême droite, et évidemment soulagé de voir le pire budget qu'on nous ait jamais proposé au XXIe siècle, qui ainsi était tombé en même temps que le gouvernement, alors qu'on promettait du sang et des larmes aux Français et aux Françaises, en leur proposant de prendre dans leur poche pour payer les cadeaux qui ont été faits aux plus riches et aux multinationales. Donc c'est une grande victoire que nous avons obtenue ce lundi. Nous avons donc commencé la semaine par une grande victoire qui redonne une respiration populaire à l'ensemble du peuple de France. Ensuite, le lendemain, Emmanuel Macron a été très vite pour nommer un clone de François Bayrou et de toute la politique macroniste depuis le début, c'est-à-dire Sébastien Lecornu. C'est une provocation. Le faire d'abord à la veille du mouvement du 10 septembre, mais le faire aussi avec le seul homme de tout le pays de France qui a été ministre d'Emmanuel Macron depuis 2017. Alors, qui est Sébastien Lecornu? Vous l'avez dit dans votre interview, une écologie qui ne veut rien dire. Mais ne prenez pas les choses sur le terrain de la polémique, s'il vous plaît, et soyez fiers d'être guyanaise ce soir sur la transition énergétique. Vous n'avez pas de leçon de fierté en termes de guyanité à me donner, la centrale de cacao. Les choses fonctionnent bien.
Si vous le prenez sur ce ton agressif, madame, ce n'est pas la peine de pas me du tout poser des agressif, questions. monsieur le ministre. Je suis en train de vous expliquer que la Guyane est un territoire en avance en matière de transition énergétique. Et vous me dites que je n'ai pas de leçon à vous donner. Vous êtes française, je suis français, j'aime la Guyane tout autant que vous, même si je ne suis pas guyanais, il n'y a pas de monopole du cœur en la matière. C'est quelqu'un qui a rejoint l'UMP lorsqu'il avait 16 ans, autant dire qu'il était réactionnaire depuis le début, qui, lorsqu'il était scolarisé dans un établissement catholique, disait « J'aime l'ordre, pour moi la gauche représente le désordre ». Et malgré mes origines populaires, sur lesquelles il ne cesse de se gausser, je n'ai jamais cru à l'excuse sociale. Quand on travaille, on y arrive. Voilà le genre de petit arrogant que c'était déjà à l'époque. Ensuite, il a longtemps travaillé avec Bruno Le Maire. Il a été en 2012 et 2013 à la gendarmerie comme réserviste et il était le chef de peloton d'Alexandre Benalla. Vous savez, Alexandre Benalla qui est tombé parce qu'il avait violenté des manifestants lors d'un 1er mai en se déguisant en policier. En 2013, il crée une entreprise de lobbyistes. Et en 2012, il s'engage contre le mariage pour tous, où il disait « Le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie. Une famille se construit entre un homme et une femme. » Bref, un homophobe et un réactionnaire assumé. En 2015 et en 2021, il est élu à la présidence du conseil départemental de l'Eure. Il décide de refuser de verser le 2% d'augmentation qu'il y avait pour les allocataires du RSA, ce qui par ailleurs posait un problème de légalité. Et en plus de ça, il décide d'installer des vidéos de caméras surveillance dans les collèges et de fermer 2 collèges en éducation prioritaire, plus il enlève toutes les subventions aux associations locales. Bref, il mène déjà à cette époque une politique d'austérité. En 2017, il est donc le premier soutien d'Emmanuel Macron et commence sa carrière dans la Macronie comme secrétaire d'État auprès du ministère chargé de la transition écologique et solidaire. Ce qui veut dire que c'est lui qui va être en charge du lancement de l'EPR de Flamanville, il est pro-nucléaire à fond. L'EPR de Flamanville, qui, vous le savez, était censé être la nouvelle génération de réacteurs nucléaires et qui est un échec absolument total, qui a pris des années de retard, des surcoûts incroyables, qui ne fonctionnent toujours pas correctement. Et c'était surtout celui qui était en charge de mettre en place le projet à Bure d'enfouissement des déchets nucléaires pour 100 000 ans, ce qui est évidemment extrêmement dangereux. Et dans ce cadre-là, c'est lui qui a mené l'expulsion du bois le jus, mais aussi derrière avec un laboratoire de répression qui s'est fait à Bure contre les militants qui s'opposent à ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires, avec une association de malfaiteurs, des écoutes, des balises sous véhicules, des perquisitions qui se sont faites avec une cellule antiterroriste, comme si les militants étaient des éco-terroristes, comme ils aiment à le dire. Et c'est celui aussi qui s'est chargé d'évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vous savez, projet qui a ensuite été abandonné. Et dans le cadre de cette répression, une trentaine de militants avaient été blessés, alors que l'histoire leur a donné raison. Ils avaient raison de se battre contre le projet d'aéroport de Notre-Dame de Paris. Ensuite, il est ministre chargé des collectivités territoriales entre 2018 et 2020 et c'est celui qui est chargé d'organiser le grand débat des Gilets jaunes. Donc, c'est celui qui a participé directement à enterrer l'ensemble des revendications des Gilets jaunes qui passaient évidemment du prix des carburants au début jusqu'à la demande que le peuple redevienne souverain dans ce pays avec le référendum d'initiative citoyenne. Bref, c'est celui de la répression policière. La répression policière qu'il a continué ensuite au ministère des Outre-mer, où alors là, c'était le summum de la politique néocoloniale, puisque lorsqu'il était ministre des Outre-mer, alors que le peuple guadeloupéen manifestait contre les mesures à la fois sur le pass sanitaire obligatoire, mais surtout pour avoir accès à la santé alors que l'hôpital était en train de s'effondrer, pour avoir accès à l'eau alors que la majorité des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes n'ont toujours pas aujourd'hui leur droit à l'eau respecté, avec des gens qui ouvrent leur robinet et où littéralement vous avez de l'eau de merde qui sort du robinet, c'est-à-dire de l'eau avec des matières fécales. Eh bien, lorsque les Guadeloupéens et Guadeloupéennes manifestaient, il a choisi d'envoyer le GIGN et le RAID contre le peuple guadeloupéen. C'est aussi au ministère des Outre-mer qu'il est accusé de corruption et sous le coup d'une enquête préliminaire du parquet national financier pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et recel. Il disait à l'époque sur les Guadeloupéens, on n'est pas sur une question sanitaire et sociale, on est sur des bandes, des voyous. Voilà ce qu'il disait à l'époque.
Mais ensuite, il a été ministre des Armées depuis 2022 jusqu'à sa nomination à Matignon. Et comme ministre des Armées, il est celui qui a fait de la France un complice du génocide de Netanyahou à Gaza, puisque c'est celui qui a continué depuis plus de 23 mois à livrer en continu des armes à Netanyahou, avec des millions d'armes qui ont été commandées par Israël à la France, et donc des millions d'armes qui ont été exportées. Il disait en novembre 2023, alors qu'il rencontrait l'ancien ministre des Armées israélien Yoav Gallant, dont vous savez qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale comme Netanyahou pour crimes de guerre, et donc qu'il est recherché par la Cour pénale internationale. Il disait partager avec lui des valeurs humanistes et il rappelait alors le droit d'Israël à se défendre. Bref, c'est l'homme de la complicité du génocide. Mais c'est aussi l'homme de la soumission de la France aux États-Unis et de la vassalisation de la France aux États-Unis, puisque c'est lui qui a accepté que Trump et l'OTAN les obligent à investir 5% du PIB dans la défense, ce qui veut dire des milliards et des milliards d'euros pour la France. Ça représente par an 195 milliards que nous nous sommes engagés à dépenser dans la défense, évidemment pour acheter du matériel états-unien. C'est aussi celui qui a soutenu toutes les réformes des retraites. Il parlait d'une réforme courageuse sur la réforme à 62 ans. C'est celui qui a soutenu la réforme des retraites à points, vous savez, celle que la mobilisation populaire a empêché de réussir. Et évidemment, il a soutenu mordicus la réforme des retraites à 64 ans. C'est aussi, et c'est peut-être le plus important, l'agent de liaison avec le Rassemblement national, puisqu'il a dîné plusieurs fois secrètement avec Marine Le Pen et Jordan Bardella chez Thierry Solère. Thierry Solère qui est un de ses vieils amis, puisqu'il avait l'habitude de se retrouver avec Thierry Solère, mais aussi Darmanin, mais aussi Édouard Philippe, dans un restaurant très bourgeois, dans lequel ils aimaient, autour d'une bière, faire des blagues, je cite, sur des personnes handicapées, les féministes ou encore les écolos. Bref, le cornu est l'assurance que ce sera toujours la même politique des riches contre le peuple qui sera menée, celui qui a la même brutalité à l'encontre du peuple et celui qui, évidemment, va continuer une politique qui a été pourtant défaite, non seulement dans les urnes à plusieurs reprises, puisque les législatives dernières notamment ont montré que le peuple français voulait tourner la page de la politique macroniste, mais qui a été défaite aussi lundi dernier par 2/3 des parlementaires, et ce alors que Macron, le lendemain même et à la veille d'un mouvement social d'ampleur, décide de nommer le cornu, ce qui est une provocation énorme. Et évidemment, nous ferons en sorte que si Monsieur le cornu ne demande pas le vote de confiance, puisque Bayrou l'avait fait, il peut le faire lui-même, alors nous déposerons immédiatement une motion de censure, qui est une motion de censure qu'on appelle 49.2, c'est-à-dire une motion de censure spontanée. Et comme nous avons déjà un Premier ministre qui est tombé avec un 49.3, c'était Michel Barnier, vous vous en rappelez, quand il avait essayé de faire passer le budget, il était tombé à la réponse à son 49.3 et son passage en force. Nous avons Monsieur Bayrou qui est tombé sur un 49.1, c'est-à-dire le vote de confiance. Il ne reste plus que le 49.2 et nous allons l'expérimenter avec le cornu. En tout cas, il doit partir et vite parce que sa nomination est la provocation de trop contre le peuple de France qui n'en peut plus. Il n'y a qu'à voir par exemple le dernier baromètre qui est sorti ce jeudi du Secours populaire qui montre que il y a en ce moment une personne sur 3 qui peine à se nourrir correctement et à manger 3 repas par jour, une personne sur 2 dans ce pays qui peine à partir en vacances au moins une fois par an, et 40% des gens dans ce pays, donc quasiment la moitié des habitants de ce pays, qui peinent à payer leur électricité. Voilà dans quel état de misère Emmanuel Macron a rendu la France, et donc évidemment nous le ferons partir et vite. Et la réponse populaire du 10 septembre a été à la hauteur de la provocation d'Emmanuel Macron pour continuer coûte que coûte la même politique. D'abord parce que nous sommes sur un très fort niveau de mobilisation. Et alors évidemment, ils nous ont expliqué toute la journée que ça allait s'essouffler, que c'était déjà raté d'avance. Il se trouve, quand vous regardez les chiffres, même les chiffres donnés par la police, qui sont évidemment sous-estimés, quand vous regardez les chiffres donnés par la police, nous sommes à des niveaux de mobilisation plus importants que les Gilets jaunes, à l'exception de la première manifestation qui avait eu lieu le 17 novembre 2018. Donc nous sommes à un très haut niveau de mobilisation, même si on ne prend que les chiffres de la police. Mais ces chiffres sont largement sous-estimés, parce que nous, en recueillant à la fois les chiffres qui étaient donnés par la presse, qui ne sont pas si souvent favorables, mais aussi les chiffres qui étaient remontés, que nous avons compilés, des unions départementales ou unions locales
syndicale CGT notamment, nous arrivons à un chiffre d'au moins 360 000 personnes sur toute la France en dehors de Paris, auquel il faut rajouter Paris. Donc on arrive à peu près à 500 000 personnes qui se seraient mobilisées, avec par exemple 80 000 personnes à Marseille, 40 000 personnes à Lille, 30 000 personnes à Toulouse ou à Grenoble, 15 000 personnes à Rennes, et on pourrait continuer. Et encore, cela ne compte que les personnes que l'on a décomptées à des endroits qui faisaient une mobilisation visible, on va dire. Mais il y a aussi tous ceux, et c'est fortement invisible, qui ont décidé par exemple de faire la grève de la consommation ce jour-là, et c'est du coup extrêmement dur à quantifier de savoir combien de personnes ont participé. Mais ce qui est sûr et absolu, c'est que il y a eu une mobilisation d'ampleur lors de ce mouvement du 10 septembre qui annonce le meilleur pour la suite, notamment dans les jours qui viennent où des actions vont continuer, mais aussi pour l'acte 2 de ce mouvement qui a d'ores et déjà été donné, qui est le 18 septembre, où l'ensemble de l'intersyndicale et des syndicats de ce pays appellent eux aussi à faire grève, ce qui appuiera le mouvement septembriste, le mouvement du 10 septembre, qui a fait preuve d'une intelligence populaire qui est remarquable, non seulement parce qu'ils n'ont donné aucun point d'accroche aux médias qui, toute la journée, ont essayé de brûler pendant 15 minutes une poubelle qui brûlait, ou alors ce restaurant dont vous avez vu qu'il a pris feu près de Châtelet à Paris, dont la procureure de la République elle-même a dû expliquer que ce feu était dû à une grenade qui avait été lancée par la police et donc lancée par la police eux-mêmes. Donc, ils n'ont donné aucune prise sur cette question-là. La deuxième chose, c'est que les gens ont fait preuve d'un sang-froid remarquable. Car je rappelle qu'il y avait 80 000 forces de l'ordre qui étaient mobilisées. C'est-à-dire un gendarme ou policier sur 3 dans ce pays qui étaient mobilisés avec des ordres qui leur ont été donnés, qui sont des ordres extrêmement brutaux puisqu'il y a eu des centaines d'arrestations lors de ce mouvement du 10 septembre et des scènes de violence incroyables. Je pense notamment à cette scène à Montpellier où un homme a été grièvement blessé en recevant en pleine face un canon à eau et qu'il a aujourd'hui une incapacité à parler, une perte de mémoire et voilà la violence qui a été déployée contre les septembristes et contre les citoyens et citoyennes qui se mobilisaient. Ensuite, parce que ce mouvement a appris et a tiré des leçons de ce qui s'est passé à la fois lors des Gilets jaunes, mais aussi lors du mouvement des retraites et de pourquoi le mouvement contre la réforme des retraites à 64 ans avait échoué. Et donc, avec des formes absolument nouvelles. Ce sont des formes qui ont été inventées, qui permettent à la fois de maintenir la pression et le rapport de force, et qui d'ailleurs fonctionnent, puisque le gouvernement de Bayrou a décidé de s'auto-saboter avant même de tomber avec le mouvement du 10 septembre. Et du coup, on a vu une scène qui était absolument incroyable, d'une passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu, au moment où dans tout le pays, des milliers et des centaines de milliers de gens étaient en train de se mobiliser pacifiquement pour revendiquer un changement de politique et la destitution et le départ d'Emmanuel Macron. Tout le monde a compris dans le pays que le problème principal, c'est un président de la République qui refuse d'écouter rien ni personne et qui continue coûte que coûte la même politique qui a pourtant été battue dans les urnes. Le peuple annonce ainsi quelque chose qui est d'une puissance absolue. Nous n'avons plus peur de vous. Vous ne tenez plus que par la peur et par la police, mais nous n'avons plus peur et nous continuerons coûte que coûte à faire en sorte que votre politique tombe. Et donc, pour faire tomber cette politique, cela implique de faire tomber Sébastien Lecornu et le gouvernement qu'il voudra faire, mais aussi, évidemment, le président de la République. Alors là, on va arriver dans une période où Sébastien Lecornu va relancer de nouveau les négociations avec les uns et les autres pour savoir qui mettre au gouvernement, pour savoir avec qui gouverner, sur quelle base et je ne sais quoi. Nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'un Premier ministre illégitime pour continuer sa politique puisse ainsi mener des négociations comme il le fait et se maintenir au pouvoir. Donc, nous ne participerons pas à cela. Et déjà réapparaissent l'idée que peut-être, comme il l'a indiqué, on pourrait faire des ruptures en recommençant un travail sur la question des retraites. Rappelez-vous de l'échec patent du conclave sur les retraites qui avait été fait, dont le Parti socialiste nous annonçait qu'ils avaient obtenu de grandes concessions sur cette question. Et à la fin, le conclave des retraites s'est terminé avec absolument rien, si ce n'est le refus absolu par la Macronie de revenir sur une réforme des retraites qui, elle aussi, n'a aucune légitimité démocratique, puisque l'ensemble du peuple se battait contre elle, l'ensemble des syndicats aussi, et même l'Assemblée nationale allait voter contre, d'où le fait qu'il l'ait passé en force par 49-3.
Donc, nous ne participerons pas à toute cette mascarade et nous le disons, tous ceux qui iront avec Le Cornu ou Macron tomberont avec lui parce que nous sommes dans un mouvement dégagiste où à la fin, je le rappelle, ce n'est pas le roi Macron qui est le souverain dans ce pays, mais le peuple et lui seul. Voilà dans quelle ambiance de magouille nous allons être et nous voulons absolument tenir une ligne claire, celle de la clarté autour du programme sur lequel nous avons été élus et c'est notamment l'engagement que nous avons pris en déposant une motion de destitution du président de la République. Alors, on a d'abord déposé une première motion de destitution. C'était mardi, juste après la chute de François Bayrou. Et il se trouve que, au moment où nous la déposons, on avait déjà élargi le nombre de signataires pour la motion de destitution. Je rappelle que la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une motion de destitution a été jugée recevable et discutée en commission, c'est grâce à nous, c'était l'année dernière, alors que Emmanuel Macron refusait de respecter le résultat des urnes et le sens du vote des Français. À ce moment-là, c'était Marine Le Pen qui avait empêché la discussion en hémicycle parce que au moment de la conférence des présidents, quand chaque groupe devait s'exprimer pour savoir si cette motion de destitution pouvait être discutée, eh bien, Marine Le Pen avait refusé de voter pour qu'elle puisse être discutée. C'est normal parce qu'ils avaient voté contre en commission et donc ils ne voulaient pas que tout le monde voie qu'ils étaient en fait l'assurance vie du système. Donc cette fois-ci, nous sommes plus nombreux que seulement le groupe Insoumis pour le déposer, puisque nous l'avons déposé une première fois avec 86 signataires, y compris des signataires communistes, ultramarins et écologistes, qui l'ont déposé. Mais depuis la nomination de Le Cornu, nous avons refait un tour en disant à chacun et à chacune, puisque certains espéraient peut-être qu'ils soient appelés au gouvernement, nous leur avons dit, puisque vous avez vu que la règle, c'est désormais que tout doit continuer comme auparavant, vous pouvez peut-être maintenant signer la motion de destitution. Et nous avons redéposé ce jeudi une nouvelle motion de destitution avec cette fois-ci 104 députés qui s'engagent pour demander la destitution du président de la République. C'est énorme, 104 députés qui demandent cela. Et d'ailleurs, vous avez vu que cette fois-ci, beaucoup de gens demandent le départ d'Emmanuel Macron. Vous avez Copé, Pécresse, David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France. Et même cette semaine, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui dit que la seule solution, c'est une présidentielle anticipée et donc le départ d'Emmanuel Macron. C'est une issue positive, démocratique que nous proposons au pays. Puisque le point de blocage et le chaos, c'est Emmanuel Macron, alors nous lui laissons deux choix. Soit il doit démissionner, soit il sera destitué. Et lorsque nous arriverons devant la commission, puis devant l'hémicycle pour discuter de cette motion de destitution, eh bien, chaque député sera face à ses responsabilités et à la pression populaire qui va s'exercer, puisque nous mettons la liste de ceux qui ont d'ores et déjà signé. Il faut ensuite que tout le monde dans le pays interpelle le parlementaire qui est chez lui pour lui demander pourquoi il n'a pas signé et est-ce qu'il votera la motion de destitution. Je le dis d'autant plus qu'on va vous expliquer que c'est impossible de destituer le président de la République. Il se trouve qu'on disait aussi, il y a 3 semaines, que c'était impossible de censurer François Bayrou et son budget, et nous avons réussi à le faire, notamment grâce à la mobilisation populaire. Il se trouve que pour destituer le président de la République, il faut commencer par un vote des 2/3 des parlementaires dans l'Assemblée. Que lundi, il y a eu 2/3 des parlementaires qui ont voté pour faire chuter Bayrou. Donc, si les mêmes qui ont fait chuter Bayrou votent sur la destitution du président de la République, alors nous avons d'ores et déjà réussi la première étape. Et plus le rapport de force va s'accroître, plus la mobilisation populaire va s'accroître, plus évidemment la pression sera sur Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a nommé aussi vite Sébastien Lecornu pour mettre le dernier fusible qu'il avait, c'est-à-dire son premier et son dernier soutien, qui montre qu'il n'a absolument plus personne dans le pays et que puisqu'il n'arrive pas à faire adhérer autour de son projet de brutalité sociale, la seule chose qui lui reste, c'est la répression, mais ça ne fonctionnera pas. Voilà dans quel moment assez extraordinaire nous sommes et nous avons besoin d'offrir une issue positive au pays, notamment parce qu'il y a de grands défis devant nous. Évidemment, on parle souvent du plus grand défi du XXIe siècle, c'est-à-dire comment conserver un écosystème compatible avec la vie humaine. Vous savez que cet été a été le 3e été le plus chaud jamais enregistré de l'histoire en France. Mais il y a aussi la situation au Proche-Orient qui ne cesse de se dégrader, avec Netanyahou qui, dans une impunité absolument totale, continue à faire la guerre à l'ensemble de la région. Non seulement le génocide à Gaza continue, non seulement le génocide maintenant s'étend à la Cisjordanie, mais après avoir occupé à la fois la Syrie et le Liban, après avoir frappé le Yémen,
Eh bien, il a frappé cette semaine le Qatar, alors que des négociations de paix pour Gaza, justement, se tenaient au Qatar sur l'égide des États-Unis d'Amérique. Et il a fait cette frappe sans qu'il n'y ait aucune condamnation de personne, à part des incantations qui se font entendre par-ci par-là, et toujours aucune sanction, notamment d'Emmanuel Macron, à l'encontre de Netanyahou. Mais ils ne se sont pas contentés de frapper le Qatar. Ils ont aussi frappé en Tunisie avec 2 drones qui, à 2 reprises, ont attaqué des bateaux qui sont les bateaux qui doivent partir avec la plus grande flottille jamais organisée au niveau international, avec 300 militants de 45 pays différents qui doivent embarquer sur des flottilles pour aller briser le blocus illégal de Gaza. Et donc, par 2 fois sur le port de Tunis, des bateaux ont été attaqués par drone avec un feu qui a été déclenché à la suite de cette attaque par drone, donc sur le territoire tunisien, puisque ce sont les eaux territoriales tunisiennes sur lesquelles ils ont attaqué. Cette situation ne peut plus durer. Et je suis fière qu'en plus d'avoir fait tomber le gouvernement Bayrou, en plus d'avoir, lors du 10 septembre, beaucoup de drapeaux palestiniens qui continuent d'exprimer la solidarité du peuple de France avec le peuple palestinien face au génocide, eh bien, nous avons, nous, Insoumis, déposé la première motion de censure de l'histoire de la gauche au Parlement européen contre la Commission européenne, notamment pour sa complicité dans le génocide à Gaza, mais aussi pour sa soumission aux États-Unis et la vassalisation de l'Europe aux États-Unis avec, je le disais, les 5% exigés par l'OTAN sur ordre de Trump sur les budgets de défense, mais aussi l'accord qui a été signé cet été, qui est absolument hallucinant, cet accord commercial qui est pire peut-être que ce qui existait au moment du TAFTA, où l'Europe s'est engagée notamment à acheter chaque année 600 milliards de dollars de produits américains, comme si nous étions le déversoir des produits états-uniens en Europe. Mais en plus de cela, elle s'est engagée à acheter 750 milliards de produits énergétiques, notamment de gaz de schiste, ce qui est évidemment une catastrophe écologique. Bref, ils se sont soumis à Donald Trump et donc nous déposons la première motion de censure de gauche. Ça sera aussi l'occasion de parler de la politique d'austérité et des reculs écologiques de la Commission européenne, mais aussi du fait qu'ils ont validé la première étape du Mercosur, vous savez, ce traité de libre-échange entre les pays du Mercosur et les pays de l'Union européenne, qui est un traité sur lequel unanimement en France, que ce soit les agriculteurs, les associations de défense de l'écologie, les économistes, bref, tout le monde explique que c'est une catastrophe absolue que de signer un tel traité de libre-échange. Donc, ça sera l'occasion de dire qu'après avoir fait tomber Bayrou en France, il nous faut faire tomber von der Leyen, la présidente de la Commission, en Europe. En tout cas, nous sommes sur un moment de rentrée qui est historique, qui marque le retour du peuple en politique. Ils en ont peur, c'est très bien comme ça. Il faut continuer plus que jamais et faire en sorte que le mois de septembre puisse être le moment du coup d'arrêt qui soit donné à la politique macroniste dont plus personne ne veut dans le pays. Alors force et courage, nous sommes sur un beau moment d'affirmation de la souveraineté populaire. On va y arriver.